Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Fausse alerte ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. La séance plénière spéciale liée à la présentation du rapport annuel et le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes de la Cour suprême n'a pas eu lieu. Premier point inscrit à l'ordre du jour pour cette journée du vendredi 25 juin 2021 au programme des travaux des élus du peuple, d'après le communiqué en date du 23 juin 2021 et signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ce moment tant attendu va curieusement disparaître dans un autre communiqué signé hier 24 juin, toujours par Gaston Combat. Ce dernier laisse apparaître un seul point à l'ordre du jour. 10 heures, réunion trimestrielle des membres de la Commission des finances et du budget. Premier constat, l'ensemble des députés de la représentation nationale convoqués en séance plénière pour la présentation du rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême, d'après le premier communiqué. Ils constateront 24 heures plus tard que seuls les élus, membres de la Commission des finances et du budget, devront se rendre au Palais des Congrès. Que s'est-il passé en l'espace de 24 heures pour que l'ordre du jour connaisse un tel changement? Rapport d'audit très attendu par l'opinion publique nationale, car il viendra lever le doute sur toutes les supputations nées de la diffusion sur les réseaux sociaux le 21 mai 2021 du premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. L'emballement médiatique et la vindicte populaire à laquelle l'on a commencé à assister envers les membres du gouvernement et autres personnalités a poussé le gouvernement à convoquer la présomption d'innocence reconnue à tout justiciable dans un communiqué signé le 28 mai 2021 de son porte-parole et ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Vendredi 25 juin 2021 aurait permis de voir un peu plus clair dans le Covid-Gate à travers ce rapport d'audit. Un autre rendez-vous manqué. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information de vendredi présentée par Julien Berthébissa. Et quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Présentation du rapport d'audit, gestion des fonds Covid aux députés. Qu'est-ce qui coince? Pour tenter de répondre à cette question, madame, monsieur, nous avons invité en plateau ce soir le docteur Patrick Griffouy. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs de ce programme. Voilà. Bonsoir, maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Bonsoir chers co-panélistes. S'il vous plaît, avec ces salutations, permettez-moi d'adresser un soutien indéfectible à Stéphane Sow, qui aujourd'hui est couru à la prison centrale de Nouvelle, que j'ai assisté pendant toute cette journée de 11h, je crois, jusqu'à 15h par là. Bonda Itembe, Kamu, Wameni, qui sont écoulés à la prison principale de Banga. Je voudrais aussi dire un bonsoir particulier à la diaspora dans sa composition, dans sa structuration pour l'érection d'une société de paix au Cameroun. Je voudrais aussi, si vous le permettez, dire un bonsoir particulier au secrétaire départemental du MRC pour l'Espagne qui m'a rapporté, je crois, que dans nos ambassades, on serait en train de faire une sorte de ségrégation en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales.
Merci. Ok, merci. Bonsoir Serge Mebikoy. Bonsoir Serge Retour. Bienvenue à Douala. Merci beaucoup. Salut à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà. Le conseiller municipal, il est toujours là. Monsieur Poyede, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais saluer vos millions de téléspectateurs et surtout ceux qui nous regardent du côté de Niala, là où ils s'asseyent chaque soir dans notre secteur. Le bien est bien. Ouais. Donc à eux, je dis bonsoir. Ah, ils sont là en ce moment-ci. En train de nous regarder. Ok. Voilà, docteur Ifoué, dites-moi, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement, selon vous, au niveau des points, entre le 23, on a 23, jeudi 24 juin, 9h, commission des finances et budget, sensibilisation des parlementaires sur la nécessité d'une rationalisation des dépenses fiscales, 25 juin, 9h30, séance plénière spéciale, présentation du rapport, jour d'audit, 14h, réunion trimestrielle des membres de la commission, mais 24 heures après, toujours signé du secrétaire général, le 25, un seul point qui revient, et là c'est ramené à 10h, réunion des membres de la commission des finances et du budget. Le point que tout le monde attend a curieusement disparu. Comment on peut expliquer ça, de votre point de vue? Bien, écoutez, le président Biya, lorsqu'il arrive au pouvoir, fait de deux valeurs les valeurs cardinales de son magistère. La rigueur et la moralisation. Et pendant un certain nombre d'années, jusqu'au début des années 2000, la rigueur se déclinait surtout, la rigueur et la moralisation de la vie publique se déclinaient surtout sur le plan préventif. Il s'agissait de sensibiliser les gens aux bienfaits de ces valeurs-là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Le président Biya a dû changer de fusil d'épaule et on a constaté au début des années 2000 que nous sommes partis d'un dispositif préventif à un dispositif répressif. Ça a été l'opération Épervier. À la suite de l'opération Épervier, un certain nombre d'institutions ont été mises en place par le président de la République pour renforcer la moralisation de la vie publique et la transparence dans la gestion des affaires publiques. La CONAC, ainsi de suite. Pour en venir au point qui nous concerne ici, lorsque l'ordonnance rectificative de la loi des finances a été signée par le président de la République, il était indiqué dans un article de cette ordonnance qu'un rapport devait être fait par la Chambre des comptes de la Cour suprême et que ce rapport serait présenté en séance plénière à l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République a pris les dispositions pour que, dans le cadre de la gestion des fonds Covid, la transparence soit faite, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent ici que lorsque le rapport est présenté à la représentation nationale, il est supposé présenter au peuple camerounais. Donc, sur ce point-là, le président de la République a pris des dispositions pour que la transparence soit. Maintenant, il s'avère que, effectivement, le secrétaire général de l'Assemblée nationale avait annoncé que cette séance plénière qui était attendue, qui est d'ailleurs attendue par de nombreux Camerounais, aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Et que, malheureusement, 24 heures plus tard, un nouveau communiqué, du moins une nouvelle programmation des activités de l'Assemblée nationale nous indique que ce point-là qui était attendu par les Camerounais n'aura plus lieu. Pour ce qui concerne les rapports entre le législatif et l'autorité judiciaire, le gouvernement du Cameroun n'a pas de mots à dire, de mots particuliers, parce que ce sont des rapports entre deux institutions qui sont des institutions indépendantes. Donc, si la présentation du rapport a été renvoyée, moi je suppose qu'il faut attendre. Donc vous voulez qu'on aille chercher du côté du judiciaire? Mais bien entendu, ce sont des institutions. Est-ce qu'on peut programmer quelque chose comme ça sans que les deux parties ne se soient accordées? Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement, c'est une question qui se gère d'accord partie, c'est-à-dire entre l'autorité judiciaire et l'Assemblée nationale. Maintenant, il se trouve que ce qui était prévu a été renvoyé.
je suppose qu'il faut se rapprocher, et je connais l'excellence du travail qu'Equinox mène, je m'attendais à ce que Equinox se rapproche éventuellement du secrétariat général de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des comptes de la Cour suprême pour nous en dire davantage sur ce qui explique ce renvoi, parce qu'il s'agit d'un simple renvoi. Moi, je crois que l'engagement qui a été pris par le président de la République, à savoir que ce rapport, le rapport définitif, parce que c'est ce qui nous intéresse, le rapport définitif soit rendu public, je crois que cet engagement du chef de l'État sera tenu. Maintenant, pour ce qui est des rapports qui doivent conduire à la publication de ces rapports, il s'agit des relations entre deux institutions qui sont des institutions indépendantes, et le gouvernement n'a pas à se prononcer sur la manière dont ces institutions-là gèrent leurs rapports. Vincent de Poyede, on se serait attendu au moins... vous seriez attendu à une autre sortie de l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi ce changement. Ce rapport d'audit est attendu. Ce sont les règles banales de management. Oui. Vous convoquez les gens pour une session avec un point à l'ordre du jour. Si c'est plus possible. Tous les députés étaient convoqués le 23, le 25. Et c'est-à-dire le communiqué du 23. Tous n'habitant pas Yaoundé. Voilà. Vous voyez bien la peine qu'ils se sont donnés à se rediriger vers la capitale politique. Qu'on ne leur dise pas pourquoi est-ce que ce n'est plus possible, qu'on ne leur dise pas quand est-ce que ce sera possible, je crois qu'il n'y a que le RDPC qui réussit de tels exploits, n'est-ce pas? Parce qu'on n'avait pas besoin de cette distraction de plus en réalité. Le rapport, il existe. Ouais. Il est connu de ceux qui doivent le connaître. Maintenant, le problème, c'est de le mettre à la disposition du peuple, du grand public. C'est ça qui pose problème. Pourquoi? Il y a des choses qu'on cache. Allez donc savoir. Et je suis agréablement surpris de constater que ceux qui nous disaient hier, attendez que le rapport soit prêt, attendez qu'il soit disponible pour parler, se retractent aujourd'hui parce que le rapport, il est prêt. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas à disposition du peuple camerounais? Il y a des questions à se poser et on voit très bien, parce qu'on sait que c'est un rapport qui indexe un certain nombre de personnes. Je crois qu'on a assez spéculé là-dessus. Il est grand temps qu'on passe à autre chose. Parce que nous, on considère qu'en réalité, c'est une distraction de plus. Et ceux qui dirigent ce pays doivent trouver un malin plaisir à nous voir bavarder tous les soirs comme ça sur des petites choses qui n'en valent véritablement pas la peine. Un rapport a été commis, il existe, qu'on le mette juste à disposition et on passe à autre chose. Donc nous pensons que c'est une discrétion et c'est fait exprès pour que les Camerounais continuent à spéculer. Imaginez ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Pendant que nous bavardons ici, le rapport est entre leurs mains. Ils en maîtrisent le contenu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a donc empêché que ce rapport, qui n'est pas passé au niveau de l'Assemblée nationale, figure au moins sur le site de la Chambre des comptes, tel que promis? Ça voudrait dire qu'on ne veut pas mettre à la disposition du peuple camerounais. Il y a des gens qui ne veulent pas que le peuple camerounais ait l'information en ce moment précis. Mais cette information, elle existe. Le peuple camerounais est très calme. D'après le communiqué du gouvernement du 28 mai, le ministre de la Communication a demandé il a convoqué la présomption d'innocence et ne pas... Les Camerounais se sont calmés, on est tous d'accord, non? J'espère qu'ils ne convoqueront pas... Il y a plus d'emballement médiatique. J'espère qu'ils ne convoqueront pas bientôt le risque de trouble à l'ordre public pour se débiner. Parce que vous pouvez bien imaginer si ce rapport dit un certain nombre de choses, quelle pourrait être la... Vous voulez dire la population va se... justice? C'est pas ce que je veux dire. Trouble à l'ordre public, pourquoi? Il y aura quoi? Je rentre seulement dans leur mode de fonctionnement. Oui. Puisqu'on ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'on ne le publie pas aujourd'hui. Et si c'est un rapport qui contient des accusations graves, pouvant emmener des personnes à mal prendre... Vous savez, c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Oui. Il y a des petites situations qui peuvent déclencher même une... Je sais pas, même une révolte. Je ne veux pas parler de révolution. Donc, j'ai bien peur qu'on nous dise après que pour des raisons de risque de trouble à l'ordre
public. Ce rapport ne peut pas être mis à disposition du grand peuple. Mais tout ce que nous disons, en réalité, c'est qu'on nous perd le temps. Ce rapport, il existe. Que la justice fasse son travail. Okay. Maître Fabien Kenyé, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'en 24 heures, on ait enlevé ce point-là que le peuple camerounais attend? Serge Alain, il faut bien que les choses soient très claires pour le commun des Camerounais. Qu'est-ce que la Chambre des comptes? C'est un démembrement de la Cour suprême, c'est-à-dire qui appartient à un pouvoir qui est totalement indépendant au regard de la Constitution de 1996, au pouvoir exécutif qui a à sa tête le président de la République en fonction. Quelles sont ses missions? La vérification des comptes, n'est-ce pas, entre les mains des gestionnaires de la fortune publique. Ça, c'est pour faire simple. Dans sa fonction ou dans ses attributions, cette chambre doit rendre compte à l'Assemblée nationale et au président de la République. Ce n'est pas une faveur, c'est la Constitution qui le prévoit. Il est étonnant que lorsqu'une institution qui incarne le pouvoir judiciaire, qui est un démembrement de la Cour suprême, dans sa mission du compte rendu à la représentation nationale, incarné par l'Assemblée nationale, dans l'ordre du jour, soit venu programmer pour rendre compte et compte des programmes, sa mission, sans que personne ne sache, et que nous venions spéculer ici, là. N'est-ce pas? Cela voudrait dire quoi exactement? Qu'en fait de pouvoir, nous avons une seule personne dans cette république qui, sur haute instruction, donne le calendrier et du pouvoir exécutif et de l'Assemblée nationale et du pouvoir judiciaire. C'est monsieur le président de la République. Donc vous voulez dire que c'est le président qui a poussé... L'Assemblée nationale, c'est qui? C'est l'État parti RDPC. Il s'agit d'une seule et même personne. Maître Fabien Kenyé, est-ce que vous croyez donc que cette sortie du 23 juin du secrétaire général de l'Assemblée nationale s'est faite sans l'aval du président de la République pour que le 24, on enlève? Bien entendu, avec son aval, n'est-ce pas? Mais ça veut donc dire qu'il a validé si vous le permettez, le rapport. Je vous ai défini tantôt ce que dit la loi. Oui. Mais dans le fond, en ce qui concerne la gouvernance, il se trouve qu'après la présomption d'innocence que le pouvoir exécutif a jeté en pâture pour faire taire certaines velléités, pour dire qu'en fait des scandales à la faveur des 180 milliards que les institutions internationales ont prêté au gouvernement camerounais pour prendre en charge le peuple camerounais, pour faire face à la mal, pour faire face à la pandémie de la Covid-19, pour calmer les esprits, on est passé par la présomption d'innocence. De la présomption d'innocence, nous sommes passés à ce qu'il fallait bien, dans le respect de la Constitution, que la Chambre des comptes vienne rendre compte à la représentation nationale. Il se trouve que le gouvernement camerounais ou l'État parti RDPC s'est rendu compte que c'est tellement gros qu'en révélant ce rapport entre les mains des différents députés, soit dit en passant, dont je conteste de manière la plus ferme la légitimité depuis 2019, ça aurait créé une certaine déflagration. Donc en fait de Parlement même, c'est le pouvoir État parti RDPC. Ce sont les hautes instructions qui ont pris sur elles. Puisque ces hautes instructions ne respectent personne. C'est une honte quand même pour une certaine assemblée qui croit pouvoir nous représenter, de rentrer, de pouvoir envoyer une question aussi importante qui a ébranlé toute la communauté. Soit dit en passant, vous êtes sans ignorer que moi j'étais en Banga récemment, c'était précisément le 17 juin 2021, défendre des Camerounais qui sont aujourd'hui ambassés pour avoir tout simplement évoqué la question des 180 milliards qui ont été détournés. Et donc de ce côté-là, on ne pense pas pouvoir donner des explications à la population. La Chambre des comptes vient le faire, on lui dit, vous n'en avez pas le droit, rentrez chez vous. Mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une personne qui a appuyé sur elle.
Je ne sais même pas si celui qui donne les ordres des instructions est encore en capacité physique. Bon, c'est pas spéculation, hein, c'est pas spéculation, de pouvoir encore faire quoi que ce soit. Sincèrement, il faudrait bien qu'à un certain moment, nous regardions en face pour nous dire que dans ce pays, nous avons besoin d'être un tout petit peu sérieux. Ok. Voyez-vous, cette Cour des comptes là, cette chambre des comptes, tant pour moi, à sa tête, le président Yab Abdou. Yab Abdou, oui. Un éminent magistrat, Oui. dont on ne conteste pas la compétence. C'est lui qui aura été le premier président du TCS, n'est-ce pas? Pour vous dire que cette chambre des comptes là-bas, on ne rit pas. Bien qu'il soit infiodé au pouvoir exécutif, on l'a dit, rentrez chez vous. Ce sera pour plus tard. Mais c'est une insulte à la population. C'est une insulte au peuple du Cameroun. Ok. Serge Mebikoy, votre explication, comment comprendre ça? Le pouvoir exécutif ou bien le pouvoir exécutif, il faut le dire, dit au pouvoir judiciaire, attendez encore un peu. Bien, je pense qu'il est question de préciser d'abord une base référentielle en matière factuelle. Parce que Patrick Rifou tout à l'heure a convoqué un ensemble de sources compréhensibles pour justement tenter de comprendre pourquoi le report a été annoncé depuis hier. Parce que moi je viens de Yaoundé, je suis l'un des journalistes accrédités pour couvrir la session parlementaire depuis des années. Et nous avons tenté d'avoir des informations pour savoir pourquoi le rapport annuel et le rapport de la Chambre des comptes a été justement reporté, signifié. Même au secrétariat général de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de raison officielle qui a été rendue publique. Parce que nous sommes en contact permanent avec la cellule de la communication qui nous donne des informations régulières. Parce qu'il faut noter que c'est depuis l'entame de la session parlementaire du mois de juin que nous avons été au courant de ce que le rapport devrait être présenté le 25 juin. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, il y a même une chaîne de télévision locale qui avait annoncé que ce rapport devait être présenté. Donc, contextuellement, le rapport était déjà prêt. Si bien que le 23 juin dernier, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a annoncé que ce rapport devait être présenté aujourd'hui, et notamment à 9h30. Mais c'est hier soir que nous avons eu vent de ce que le programme a spontanément changé. Quelle est donc la raison qui a été à l'origine justement de ce changement de programme? Nous n'avons pas eu de raison. Mais lorsque l'on essaie un peu de tabler, parce que on se serait attendu que ce rapport justement soit présenté peut-être demain ou bien lundi, mais lorsque l'on parle de rapport reporté, l'application du rapport reporté s'inédié, on ne sait même pas à quelle date justement on pourrait justement publier cela. Parce que même demain, on pourrait s'attendre à ce que ce soit publié, mais demain c'est le Parlement des enfants qui aura lieu à 10h45. Donc aucune date n'a été précisée. Bon, mais maintenant, lorsque l'on essaie un peu de formuler quelques grilles de lecture et des conjectures pour tenter de comprendre cela, il y a premièrement un questionnement que l'on peut déterminer aujourd'hui par rapport à ce report. Parce qu'il y a 3 instances qui interviennent par rapport à cela. Vous avez la présidence de la République, vous avez le service de la primature, et vous avez la Cour suprême qui est la tutelle de la Chambre des comptes, tel que le signalait tout à l'heure Maître Fabien Quigny. Lorsque vous jetez un regard sur l'interaction entre les 3 instances, vous constaterez que, bien évidemment, c'est la présidence de la République qui est le pouvoir suprême de ces 2 instances. Et alors là, forcément, il y a eu probablement une question urgente qui est sortie justement de la présidence de la République pour justement reporter cela. Ça, c'est la première grille de lecture que l'on peut évoquer. La deuxième grille de lecture, c'est qu'en réalité, vous savez bien que même lorsque le rapport a fuité le 18 mai dernier, en jetant un regard sur ce rapport de 23 pages, l'on s'est rendu compte qu'il y a 23 fautes de gestion qui sont imputables à 2 ministères concernés, le ministère de la Santé publique et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Lorsque l'on voit dans ces 30 fautes de gestion qui ont été énumérées par ce rapport qui a fuité, même si ça a suscité bien de controverses, bien de polémiques, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, après la publication, bien après la rédaction finale du dit rapport, il est fort probable que l'on puisse justement trouver d'autres fautes de gestion qui puissent épingler le gouvernement. Que ce soit les marchés fictifs, que ce soit les surfacturations, que ce soit les détournements, que ce soit la prévarication, entre autres. On est là dans la malgouvernance
qui est davantage constaté dans ce rapport et qui n'est pas aujourd'hui, qui est quelque chose aujourd'hui, qui est comme la sève nourricière du gouvernement camerounais. Parce que Patrick relevait tout à l'heure que les deux valeurs cardinales qui sécrètent la philosophie biaïste du renouveau, c'est la rigueur et la moralisation. Mais là, on s'est rendu compte que ces deux valeurs n'ont pas été scrupuleusement respectées par l'ensemble des membres de la chaîne gouvernementale. La preuve, nous avons aujourd'hui tout un gouvernement qui est quasiment en prison. L'ancien Premier ministre, les anciens secrétaires généraux de la présidence de la République, les anciens ministres, les anciens directeurs généraux, entre autres. Donc on se rend compte que, au fur et à mesure que les années s'écoulent, ces valeurs cardinales de rigueur de moralisation sont sapées par l'ensemble des strates, par l'ensemble des fonctionnaires, par l'ensemble des hauts fonctionnaires de la République. Donc aujourd'hui, il est fort probable que le chef de l'État craigne une forme d'humiliation publique de l'ensemble des de l'ensemble du gouvernement c'est lui qui a demandé. au sein du Parlement camerounais. Mais il a demandé que ce soit public, Oui. que ce soit rendu public. Oui, mais vous savez, encore que, vous savez que tant que le chef de l'État n'a pas accordé son onction à un rapport de détermination, on a vu avec la CONAG, les rapports de la CONAG ont été renvoyés à plusieurs reprises. Serge Mebikoy, lorsque Gaston Komba signe ce communiqué qui parle du programme des travaux le 23 juin, le président n'est pas au courant. Le président est bel et bien au courant. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait... Qu'est-ce qu'il a donc changé? Il y a eu une deuxième lecture. Cela n'exclut pas qu'il y ait un dernier ressort. On ne peut pas comprendre que le 23 juin, que le programme ait été dûment communiqué à l'ensemble des journalistes et de l'opinion publique et que le 24 juin, 24 heures après, que l'on puisse changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour ça que je vous ai signalé tout à l'heure 3 organes qui travaillent à cet effet. Vous avez la Cour suprême, qui est la tutelle de la Chambre des comptes, vous avez les services de la primature et vous avez les services de la présidence de la République. Et l'on sait que c'est la présidence de la République qui coiffe les deux autres instances. Donc forcément, l'instruction serait venue de la haute autorité de l'État pour justement reporter s'inédier la publication du rapport annuel du Fonds de solidarité nationale de lutte contre le coronavirus. Merci Serge Mebikoy. Docteur Ifoué, je vous ai vu prendre beaucoup de notes là. Vous avez sûrement... Effectivement. Bon, je constate qu'on se livre sur ce plateau à un bel exercice de spéculation. Nos trois contradicteurs ont chacun ramené une boule de cristal et ils la retournent, on essaie de lire ce qu'il y a à l'intérieur. J'entends dire que la présidence de la République aurait donné une instruction. Bon, celui qui fait cette affirmation indique par ailleurs qu'il s'est rapproché du secrétariat général de l'Assemblée nationale et qu'au secrétariat général de l'Assemblée nationale, on ne lui a donné aucune information. Donc, c'est de la pure spéculation. Il faut que le public comprenne bien ça. Ça ne repose sur rien. C'est de la fantasmagorie absolue. Deuxième chose, mais j'ai entendu Maître Kenyé, qui est quand même avocat, battre en brèche la présomption d'innocence sur ce plateau. C'est grave ça. C'est grave. Et j'ai envie de dire, si moi j'étais un justiciable, vous avez perdu un client là. Parce que si vous êtes avocat et que vous considérez qu'on ne doit pas respecter la présomption d'innocence, mais je me demande quel métier vous faites. Et sur ce fait, s'il vous plaît, j'ai la parole, vous me laissez, vous me laissez m'exprimer. Et Maître Kenyé, après avoir stipendié la présomption d'innocence, se permet de remettre en question les capacités physiques du président de la République à gouverner ce pays. Mais ce qu'il faut interroger sur ce plateau, ce sont vos capacités intellectuelles à faire votre travail d'avocat. Si vous ne savez pas que la présomption d'innocence, c'est un principe cardinal de notre justice. Il y a un rapport qui devait être présenté. Ce que nous savons, au point où nous en sommes, c'est que la présentation a été reportée s'inédit. Moi, je me refuse à spéculer sur les raisons de ce report. Les rapports entre, et je le répète encore, les rapports entre l'Assemblée nationale, institution indépendante, et la Cour suprême, institution indépendante, ne dépendent pas de l'exécutif. Donc, il faut aller interroger. Si certains sont allés auprès de l'Assemblée nationale, il faudrait que d'autres se rapprochent de la Cour suprême pour comprendre ce qui se passe. Mais on ne peut pas se permettre de venir spéculer ici. En tout état de cause, le chef de l'État a pris un engagement. Et cet engagement est gravé dans le marbre de l'ordonnance rectificative de la loi des finances.
Cet engagement, c'est que le rapport d'audit qui se rapporte à la gestion des fonds liés au Covid-19 sera présenté à la représentation nationale. Et pour ce qui est des engagements que le chef de l'État prend, il tient toujours ses engagements. Le chef de l'État, il n'est pas comme certains leaders de partis politiques qui sont des amateurs de danse bafia. Il tient toujours ses promesses. Maître Kenyé, est-ce que ceci montre que la justice est véritablement indépendante avec ce qui se passe là? Serge Alain, si vous le permettez, je voudrais tirer un coup de chapeau à Dr Rufoué de m'avoir très très bien écouté. De la présomption d'innocence, commençons par là, n'est-ce pas? Oui. C'est le communicant du parti État RDPC qui a porté cela à l'attention de tous les Camerounais, du peuple camerounais. Une notion fermée, qu'il faut être initié, il faut être avocat comme moi pour la connaître. À l'heure où je vous parle, j'ai 73 Camerounais qui sont écroués à la prison centrale de Douala, pour qui j'ai perdu du sommeil. Pour avoir marché à main nue, ils sont à la prison centrale de Nouvelle depuis pratiquement 9 mois. Pour avoir marché à main nue, pour avoir demandé des comptes, n'est-ce pas, sur les 3 000 milliards que les institutions internationales nous ont prêtés pour construire des stades, pour organiser la CAN de 2019 qui a glissé. Comme l'Assemblée, comme la présentation du rapport aujourd'hui par la Chambre des comptes a glissé. Serge Alain, excusez-moi d'emblée, là, il m'a mis ce chemin, il faut bien qu'on en parle. Je crois que c'est le rôle de Kinos. Là où je suis assis, le Cameroun a été ébranlé dans toute sa chair. J'ai été à Mbanga, la population de Mbanga, le tribunal de premier instance de Mbanga a connu une foule qu'elle n'avait jamais connue. J'en ai eu témoignage tant du parquet que le représentant, le protecteur de la loi, que du juge chargé de la justice. J'y suis allé défendre les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas ouvrir un dossier à mon cabinet. Je suis allé leur porter secours. On les payé là-bas la PHP. Ils travaillent à la PHP, une multinationale acceptée par notre gouvernement qui exploite nos terres pour un salaire de 32 000 francs. Je suis allé les défendre. Il faut que vous le sachiez. Dans les 73 militants du MNC, prisonniers politiques, que ces 3 personnes que je défends, que Stéphane, que je défends aujourd'hui, n'ont bénéficié d'aucune présomption d'innocence. Ils sont aujourd'hui dans les mailles de quelle justice? D'une justice aux ordres, d'une justice parallèle, qui a sa chef, M. Bia, président de la République et néanmoins président du RDPC. Je dis et je l'assume. Ils sont traduits au tribunal militaire en violation flagrante des traités et conventions internationales qui interdisent de manière péremptoire. Il y a le docteur Elinga qui, à la faveur d'un hommage à l'éminentissime professeur Ouna, l'a dit que le Cameroun se met en marche des traités internationaux en ce qui concerne le fait que les civils ne doivent pas être justiciables du tribunal militaire. Est-ce que vous le savez, docteur Rufoué? Je crois que sur le plan académique, vous serez plus compétent, plus aguerri que moi. Moi, je suis avocat, je fais mon travail. Si on était amené ici à me juger, ou si j'étais amené à recevoir un client du RDPC, je vous le confesse, je ne le prendrai pas. Je ne joue pas avec ceux qui ont mis ce pays là où il est. Venons-en maintenant à la... Si le client, votre client RDPC est une veuve, je le défends. Un orphelin. Non, je ne pense pas qu'on en trouve. Je vous le dis. C'est pas ça la On n'en trouverait pas. J'en ai eu la preuve. La veuve et l'orphelin. On n'en trouverait pas. Donc vous demandez les cartes. Quels sont ceux qui sont du RDPC? C'est les prévaricateurs de la fortune publique. C'est des voleurs, des bandits à col blanc. Voyez-vous, Serge Alain, quand le TSA a été créé, qui sont les clients de TCS? C'est tous des militants du RDPC. Qui sont ceux qui sont ébranlés dans le cadre du détournement présumé de 180 milliards qui a mené mes 3 clients de Mbaga en prison? Ce sont les membres du RDPC qui gèrent les fonctionnaires du RDPC, les ministres du RDPC, qui étaient chargés de gérer 180 milliards. Ce n'est pas même Kenny Fabien. Je préfère ne pas défendre ces gens-là. Parce que dans ma profession, on vous dit
Au-dessus de nous. Mais ça, c'est les gros poissons. Au-dessus de nous. Il y a des militants qui cherchent leur pitance. S'il vous plaît. À 1 mètre Kenyé. S'il vous plaît. Il y a des orphelins Il n'y a là-bas et des veuves là-bas à 1 mètre de Kenyé. militants du RDPC totalement déconnectés des voleurs. Ça, il n'y a pas de militants à la base convaincus. On a du pain sardine. Ça, il faut le dire, c'est consacré. Pour arriver dans votre question, je pense que sur l'indépendance de la justice. Oui. Moi, je vous l'ai dit, Serge Alain. Si la justice est en accord avec le législatif, c'est fondamentalement regrettable. Présenter le rapport aujourd'hui à la représentation nationale. Comment expliquer que le peuple n'ait pas eu, qu'il y ait eu ce faux rendez-vous? Pour vous dire, cette chambre des comptes avait été prévue dans la Constitution du 20 janvier 1996. Est-ce que vous savez quelle loi l'institue? La loi du 21 avril 2003. C'est-à-dire 7 ans plus tard, sur la volonté de qui? De M. Biya. L'ordre du jour est fixé par qui? Par une Assemblée nationale. Quand vous prenez cette Assemblée nationale, de fond en comble, elle a majorité obèse, qui appartient à quel parti? Au RDPC. À la faveur des élections successivement truquées. Personne ne conteste. À l'entame de mon propos, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai la diaspora camerounaise qui me dit, qui m'a révélé pas plus tard qu'aujourd'hui, surtout à Madrid, qu'au niveau de l'ambassade, et ça s'étend partout à l'extérieur, si on vous soupçonne un tout petit peu d'appartenir à un autre parti politique que le DPC, on ne vous inscrit pas. J'ai eu dit, il faudra bien que vous vérifiez, je ne suis pas journaliste, qu'on nous a fait comprendre, qu'on leur aura fait comprendre que les machines, en ce qui concerne les CAM, sont grippées dans l'ambassade d'Espagne pour qu'on ne puisse pas inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Donc en fait même, il s'agit d'embuscade, que ce soit sur le plan électoral, sur le plan judiciaire, sur le plan de l'administration. Le gouvernement État RDPC procède par l'embuscade sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous vous imaginez, il y a quelque chose peut-être qui vous a échappé. Peut-être parce que je suis juste ou avocat, je devais le préciser. Par rapport à l'article 3, je vais être sur le dernier alinéa. Le rapport fait par la Cour des comptes est publié au journal officiel. Quand il est publié au journal officiel, ça veut dire quoi? Ça devient accessible au commun des mortels, à tous les Camerounais. Donc ce régime-là s'est rendu compte qu'en publiant ce rapport, Serge Alain, il devrait y avoir une déflagration en leur sein. Nous avons eu des bribes. Tout le monde le sait. Ces gens ont pris sur eux. Ça, c'est sur la présomption, mais présomption selon le RDPC, ont pris sur eux de croquer 180 milliards de francs CFA. Puis qu'ils ont emprunté auprès des institutions internationales. Donc, avec le danger qui courait, danger jamais vu depuis pratiquement 3 siècles, ils ont pris sur eux de s'amuser avec 183 milliards. Et quand j'évoque ça, un membre du RDPC, enseignant, me parle de présomption de ça que je ne maîtrise pas. Je vais vous enseigner ça, monsieur. Ok, on se calme, maître Fabien. Vincent de Poliédé, vous dites que c'est un rendez-vous quand même qu'on a pris avec le peuple. Hein. Ce qui est sûr, le peuple attend ce rapport. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? On change des... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Ben, comme je le disais... Le peuple attend. Hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera un jour. Comme je le disais, vous savez, le parti au pouvoir, jusqu'à présent, a eu la faveur du temps qui s'est infiniment prolongé. C'est pour ça que les docteurs Rifoué peuvent venir nous parler du chef de l'État qui a parlé de la rigueur et de la moralisation. Après 40 ans, on en est où? Après 40 ans, vous voyez ce que ça donne. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas tout le temps. Et il y a, ça il faut le reconnaître, il y a un éveil citoyen. Les citoyens veulent connaître la vérité. Ils veulent savoir comment leur pays est géré. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui a été prêté au Cameroun. Et donc, ils ont l'obligation de rendre compte. Mais malheureusement, ça ne rentre pas dans leur méthode de management. Je parlais des questions managériales ici. Mais justement, il s'agit ici du management de l'opacité. Il faut tout mystifier. Mais écoutez, s'il y a une raison certaine et sérieuse qui justifie le report, ben, autant en parler et on passe à autre chose. Le docteur dit qu'on vient faire des spéculations, mais c'est normal.
On ne peut faire que des spéculations. Ou à quelle source est-ce qu'on va s'abreuver? Il a tenté, Serge Biko dit qu'il a tenté au niveau du secrétariat général. C'est ça. À quelle source est-ce qu'on va s'abreuver pour avoir la bonne information? Nous sommes bien forcés de venir nous livrer à ce jeu et qui doit bien plaire à ceux qui nous regardent. Parce que de toutes les façons, ça ne leur enlève rien. Mais je voudrais quand même faire un petit glissement sur l'intervention de Maître là tout à l'heure, parce qu'on prend quand même la parole en public et les gens nous écoutent. Ces jeunes qui ont été condamnés à Mbanga, que vous avez défendus, vous savez très bien le motif qui a été retenu contre eux. Ils ne parlaient pas de la PHP, c'est pas pour ça qu'on les a condamnés. On ne les a pas condamnés pour les 180 milliards. Vous avez la responsabilité, quand vous êtes sur le plateau, de le reconnaître et de le dire. C'est bien de vouloir récupérer une situation comme celle-là à des fins politiciennes. C'est un coup de gueule. Je parle, ok, vous pouvez parler du coup de gueule, mais le motif de condamnation, ce n'était pas cela. Donc, nous avons cette obligation de dire aux Camerounais ce qui est vrai. Alors, quand je parlais de ça, n'est-ce pas, je reviens sur la gestion, n'est-ce pas, de notre pays par ceux qui nous gouvernent. En réalité, on n'avait pas besoin de perdre le temps. Je l'ai dit, vraiment, je vais me répéter. C'est des pures spéculations que nous allons faire toute cette soirée jusqu'à demain. On n'aura pas l'information jusqu'à ce qu'ils veuillent bien nous la donner. Ou alors qu'on finisse par avoir un lanceur d'alerte. Oui. Et c'est là où on défendait le dernier rapport ici, le rapport connu jusqu'alors, où on disait que c'est un lanceur d'alerte qui l'a fait fuiter pour que l'information n'échappe pas aux Camerounais. Cette fois-ci encore, ils ont donc toute la latitude et tout le loisir de nous présenter ce rapport. Et le peuple n'attend que cela. Voilà. Serge Biko? Oui. Moi, je voudrais... Il faut que l'on s'entende. Parce qu'en réalité, à partir du moment où il n'y a pas de motif officiel lié justement au report, de l'approbation du rapport, on ne peut que faire que, et je l'ai signalé à l'entame de mon propos, des grilles de lecture et des conjectures. Donc, il est libre, Patrick Dufoué, de ne pas s'attarder sur un ensemble d'interprétations qui pourraient lui être préjudiciables par rapport à l'interprétation que les uns et les autres peuvent en faire. Mais nous autres, il y a quand même quelques antécédents, quelques précédents et quelques indicateurs factuels qui nous permettent aujourd'hui de faire au moins quelques rapports en termes de convergence ou en termes de divergence sur le pourquoi ce rapport a été justement reporté, même si on peut estimer que ça relève des spéculations. Mais on reste demeure là dans le stade, on reste sur le stade des grilles de lecture et des conjectures. Donc pour faire savoir que, à l'heure actuelle, il y a eu un premier rapport qui a fuité, je le relevais tantôt, et qui a fait l'objet d'interprétations de part et d'autre, que ce soit au sein du sérail, qu'au sein même de la classe politique ou bien au sein de la classe sociopolitique. Le ministre de la Communication est venu siffler un peu. Voilà, justement, en faisant mention de ce qu'il faut éviter de jeter en pâture l'ensemble des gouvernements qui sont épinglés souvent dans ce rapport, parce qu'en réalité, il joue une présomption d'innocence. On n'en disconvient pas, mais il y a quand même quelques éléments évocateurs par rapport aux fautes de gestion qui ont été justement relevées. Par rapport également à l'audition d'un ensemble de membres du gouvernement au TCS. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une communication officielle pour chercher à savoir quels sont les membres du gouvernement qui ont été justement auditionnés au TCS. C'est là où on interpelle justement aujourd'hui le gouvernement en place. Il n'est pas question de venir fustiger l'opinion publique qui a justement fait des interprétations selon le ministre de la Communication oiseuse sur tel ou bien sur tel autre. Mais de nous produire également une communication officielle sur l'audition des membres du gouvernement au TCS. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas justement cette communication. Mais de part et d'autre, on annonce justement 23 personnes qui ont été auditionnées au TCS. De plus, il n'y a pas eu également une communication officielle sur l'ensemble des rapports qui devraient être dûment rendus officiels. Aujourd'hui, on parle du rapport de la Chambre des comptes, qui jusqu'à l'heure actuelle n'est pas encore connu. On parle également d'un ensemble de membres du gouvernement qui sont épinglés par rapport à cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est question de pouvoir rationaliser la communication de manière que l'on puisse justement officialiser ces données-là qui pourraient permettre aux uns aux autres de pouvoir avoir une lecture à ce niveau. Merci Serge Biko, et on revient après le journal. C'est promis pour la suite de
cette affaire. On va le dire comme ça. Ce sera après le journal de le 20h de Julien Berthe Bissaï, mais avant elle, une page de pub. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Fabien Kenyé, Dr Patrick Griffoué, Serge Aimé Bikoy et le conseiller Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, on commence par ce que je vais appeler le pardon de Martin. Vous avez regardé ces images, comment vous vous sentez ce soir? C'est des images poignantes, c'est des images pathétiques. J'avoue que quelques semaines plus tôt, je suis passé dans son bureau, me faire dédicacer le livre. Donc, quand on voit tout ce qui s'est passé et la descente aux enfers qui a commencé pour lui, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être fort et de pouvoir se remettre de cette situation très douloureuse, aussi bien pour lui que pour sa famille, que pour ceux qui lui sont chers. C'est un acte d'humilité qui arrive peut-être un peu tard. Oui. Pourquoi tard? Rien qu'à suivre les réactions des uns et des autres, on se serait attendu à ce qu'il le fasse un peu plus tôt. Peut-être que ça se serait arrêté là. Donc, il a demandé pardon. Tel que je le disais, nous souhaitons tout simplement qu'il puisse s'en remettre. Voilà. Serge Mébikoy, pour vous, cette sortie de Martin, le pardon de Martin. Oui, c'est un acte fort. Lorsque l'on se décide à exprimer le pardon à la jeune Malika, à sa famille, de même que à des compatriotes qui ont justement exposé et publié ce problème. Il faut relever que c'est depuis le 16 juin dernier que l'affaire a commencé à défrayer la chronique. C'est vrai qu'on a regretté quelques maladresses qu'il a commises, parce qu'il faut partir de là pour justement aboutir aujourd'hui au message du pardon. Si l'on jette un regard notamment sur son comportement ces derniers jours, vous savez bien que tout est parti de la mise au point justement qu'il a rendu public et où l'on a constaté que quelques jours après il s'est dédié à travers une intervention sur une chaîne de télévision privée locale. Ces deux facteurs, sans oublier également son ami, qu'il a d'ailleurs qualifié d'inconnu dès le départ, et par la suite il a reconnu Wilfried Eteki. Moi je pense manifestement que lorsque l'on voit ces trois maladresses-là, ça permet, et avec le déferlement des réactions et contre-réactions sur la toile, parce qu'aujourd'hui ce que moi je regrette également, c'est le basculement dans le fanatisme et dans le tribalisme qui a entouré. À un moment donné. Oui, il faut regretter cela. Et moi, je n'ai pas apprécié. C'est pour cela que vous avez vu la tribune que j'ai commise dimanche dernier, les 10 points, les 10 curiosités que j'ai relevées par rapport à cette affaire. Je n'ai pas basculé dans une certaine politisation comme d'aucuns l'ont fait, ou bien dans une tribalisation pour montrer que, comme je suis Bassa, je dois défendre mon frère. Non. Il faut aujourd'hui constater qu'il y a un problème de fond par rapport à la considération même du statut de la femme, à la considération de ce qu'est la gente féminine. Parce qu'on est là dans les réactions de genre, hommes-femmes, les rapports de pouvoir entre hommes-femmes. Parce qu'on a aujourd'hui la tendance à constater que la considération phallocratique ou bien la considération de la domination masculine vise davantage à montrer que les individus veulent justement passer outre un ensemble d'indicateurs. Moi, je pense que en revenant aujourd'hui au pardon, ça montre qu'il y a véritablement matière à réflexion et que véritablement que l'on puisse considérer cela. Et aujourd'hui, il y a la justice de voir comment le travail va évoluer. Donc, il faut que l'on tire les leçons de cela pour comprendre que lorsque l'on a commis des gaffes, que l'on ne se précipite pas à les communiquer à tort et à travers. Parce qu'en réalité, parfois, c'est le silence qui vaut de l'or. Et alors là,
en tirant cette leçon-là, on se rend davantage compte. Il ne faut pas également que l'on puisse être entraîné dans la flopée de réactions des individus parce qu'on soutient tel. Vous avez vu la solidarité machinale qui a rien dès le départ, les artistes musiciens, les journalistes, mais lorsque l'affaire a pris une certaine ampleur, il y a une rétractation, il y a une volte-face. Et des journalistes et des artistes musiciens qui se sont rendus compte que vraiment, s'ils continuent de soutenir, eux également seront dans cette espèce d'emballement-là. Et ce n'est pas bon du tout. Moi, je pense que chacun doit tirer les leçons par rapport à cette affaire. Voilà. Maître Fabien Keigné, restons sur les images de ce pardon de Martin. Tout à fait, Serge Alain. Lorsqu'on le regarde en toute personne, il faut voir au-delà des actes. L'être humain, cela a été suffisamment émouvant. Et qu'est-ce que je retiens de là moi, je dis, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire dans la vie. Et lorsqu'on les a faites, il faut d'abord commencer par s'assumer. On dit parfois qu'on pardonne, on n'oublie pas. Mais le pardon commence déjà à être réparateur. Les précédents intervenants ont loué son humilité, moi également. Mais la question qui me taraude plutôt, qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir si la victime, qui est l'une des actrices principales de cette cabale-là, acceptera ce pardon-là. Donc ce pardon, c'est à son adresse et puis nous devons plutôt concentrer notre attention sur elle, sur la recevabilité de ce pardon-là. Et nous devons pouvoir même lire cet acte au-delà des images que vous avez vues là. Parce que et justement, Martin dit, je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, voilà. Je vous le demande humblement. Tout à fait. Donc nous devons peut-être tendre vers la victime parce que c'est elle qui a besoin de réparation. N'est-ce pas? Et quand bien me dit que la victime a besoin de réparation, la société ne devrait pas pouvoir accepter ça aussi facilement. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai eu consulté à toi avant de venir ici, à la suite de sa sortie, j'ai constaté que ceux qui l'accablaient étaient les mêmes qui sont plus en train de lui accorder ce pardon-là, en train d'aller vers le champ du pardon, contrairement à ceux qui sont d'abord solidarisés de lui, qui l'ont soutenu et qui n'auraient pas dû faire. Je crois que ce sont ceux-là. Donc c'est le geste de Martin le geste qu'il a posé aujourd'hui qui amène les gens à... Ce sont ses soutiens qui l'ont perdu. Oui. Et s'il y avait un conseil à lui donner, je voudrais lui demander en tant qu'être humain qu'il sache que lorsqu'on fait des reproches à un être humain, ce n'est pas parce qu'on lui en veut véritablement, c'est pour qu'il s'améliore. Et ce pardon devrait nous servir d'exemple dans même le contexte national, par rapport à ce que nous vivons comme la guerre au Nosso. Nous devons encore nous arrêter aujourd'hui. Les différents acteurs de différents procédures s'arrêtent pour dire j'ai fauté à tel niveau. Demander pardon pour que ça cesse, parce que voyez-vous, c'est ce qui s'est passé au Rwanda avec les atrocités que nous avons eues. Nous avons un peuple aujourd'hui plus que jamais uni qui s'entend. Même en Afrique du Sud, commission de vérité et réconciliation, je devais effectivement y arriver sous la conduite de l'homme le plus Desmond Tutu, mais avec la volonté du président noir Nelson Mandela, dont je compare aujourd'hui avec son excellent brillantíssime professeur Maurice Kamto, dans cette humilité-là, parce que malgré tous les tortures, malgré tout ce qu'il vit dans sa chair, il est prêt à accueillir, il accepte tous les Camerounais. Donc, chapeau, mais on pardonne, n'oublie pas. Et je voudrais aussi davantage dire, si tant est que Martin Kamil est effectivement un obsédé sexuel, il faudrait aussi, parce que la psychologie, la criminologie l'a prévu, ou je ne sais pas, les sciences médicales, il faudra aussi qu'ils se soumettent pour savoir si véritablement ils ne souffrent pas de quelque chose d'autre, pour éviter d'autres victimes, parce que pardonner c'est aussi très facile. Docteur Ifoué, acte de contrition publique, c'est pas facile. C'est effectivement un exercice difficile auquel Martin Kamil expliquez pour ceux qui nous regardent dans un moment en quoi il consiste concrètement. Et vous nous donnez quelques exemples dans le monde. Les actes de contrition publique, je crois que ça nous vient de la société américaine, qui est une société très puritaine. Et dans la société américaine, très généralement, lorsque vous commettez une faute morale, vous devez avouer cette faute en public.
Et en règle générale, vous le faites, vous faites une déclaration, votre épouse est là, vos enfants sont là, c'est-à-dire qu'il faut que la famille se trouve autour de vous. Et donc, vous avouez en Mondovision qu'effectivement, vous avez eu un écart de comportement et que vous vous engagez à travailler sur vous-même, de sorte que vous soyez une meilleure personne au sortir de cet écart que vous avez commis. Donc c'est un peu cet acte-là que Martin Kamumim a posé aujourd'hui. Et il faut espérer que effectivement la victime, parce qu'il y a une victime dans l'affaire, la jeune dame dont l'honneur et la dignité ont été bafoués, il faut espérer que la victime accepte ce pardon. Il faut espérer que la victime puisse se reconstruire au-delà de ce drame qui est quand même un drame pour elle parce que sa vie peut être détruite. Les situations comme celle-là qui sont des situations qu'on appelle généralement le revenge porn, dans certains cas, vous avez des victimes qui sautent la vie. Donc il faut espérer qu'elle puisse se reconstruire au-delà de cette situation. J'ai également une pensée à l'endroit de l'épouse de Martin qui doit avoir été heurtée par ce qu'elle a dû découvrir au détour de de ces révélations-là. Ça doit être difficile. Il faut espérer qu'elle également, elle lui accorde le pardon qu'il a demandé et que la famille puisse se reconstruire parce qu'il y a un risque d'éclatement de ce noyau familial-là. Enfin, je crois, Maître Kenya l'a indiqué, moi aussi j'ai un peu regardé sur les réseaux sociaux et je me suis rendu effectivement compte que les Camerounais qui étaient très vent debout contre son attitude sont revenus à une situation d'apaisement. Et regardez les images de cet après-midi. Voilà, beaucoup de commentaires vont dans le sens de, effectivement, il a commis une faute, maintenant qu'il a avoué, il faut passer à autre chose. Donc je pense que c'est une situation difficile pour lui, c'est une situation encore plus difficile pour cette jeune dame et sa famille, c'est une situation difficile pour la famille de Martin Kamumim. Maintenant, ça nous interroge tous, et je pense que Serge Aimé Bikoy l'a indiqué, ça nous interroge tous dans le rapport que nous avons à nos femmes. Que ce soit nos copines, que ce soit nos épouses, que ce soit nos mamans. Parce que si vous avez des situations comme celle-là, c'est parce qu'il y a des hommes qui pratiquent la prédation. Et c'est aussi parce que les dispositifs pour prendre en charge les victimes, c'est-à-dire pour permettre aux gens de s'exprimer et pour réparer lorsque les gens s'expriment, ces dispositifs-là n'existent pas. Je pense que la ministre de la promotion de la femme et de la famille s'est exprimée là-dessus et qu'elle a indiqué qu'il fallait que la société tout entière se mobilise autour de cette cause-là. Parce qu'il s'agit de violences basées sur le genre. Là, il s'agit en l'occurrence d'atteinte à l'honorabilité et à la dignité d'une personne de sexe féminin dont l'intimité a été violée. Notre société doit être de moins en moins tolérante vis-à-vis de ce type d'écart de comportement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective et que demain ou après-demain, qu'on ne se retrouve pas avec une situation comme celle-là qui est une situation regrettable. En tout état de cause, j'ai indiqué à l'entame de mon propos ici que le chef de l'État avait fait de la rigueur et de la moralisation les valeurs cardinales de son magistère. La moralisation concerne également les mœurs. Donc, nous sommes en plein dans cette problématique-là. Il faut que nous réfléchissions tous en tant que société à la manière dont nous traitons les femmes qui, pour certains, sont des instruments de luxure et de plaisir. Ok. Voilà. Un dernier mot avant qu'on passe... C'est bon? Oui, bon. On tourne la page, Martin. Bon, disons que presque unanime sur le sujet. Voilà. Oui. Il faut interpeller surtout les internautes et les différents soutiens des uns et des autres. Il ne faudrait pas que lorsqu'il y a un problème qui se pose avec acuité, qu'il y ait eu un basculement dans une orientation politique ou bien politisée, ou bien dans une orientation tribale. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes perfectible. Personne ne détient aussi le monopole de la perfection. Parce que lorsque j'ai vu comment ce problème a commencé à être traité, vous avez vu comment on a créé cette différenciation entre les partisans d'un tel parti politique et les autres partisans, où les uns estimaient que non, ce sont les partisans par exemple du PCRN qui soutenaient Martin Kamumim. Donc il faut éviter, il faut analyser le problème et comprendre de fond en comble ce problème-là,
au lieu de présenter un ensemble d'éléments accessoires qui visent davantage à criminaliser telle ou à criminaliser telle entité politique ou à criminaliser tel autre acteur. Et analysons froidement, quelle que soit l'appartenance partisane, quelle que soit l'appartenance ethnique, quelle que soit l'appartenance religieuse. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas que vous êtes en train d'affoncer tel individu bien tel autre. La preuve en est que si Martin froidement avait constaté que véritablement lui-même il a failli, comme justement il a relevé aujourd'hui à travers ce pardon-là, ce problème aurait été évacué depuis le 16 juin. Mais les conseillers, les soutiens ne l'ont pas aidé en réalité. Il faut que ceux-là également se rendent compte qu'ils ont failli, justement par rapport à l'orientation de ce problème qui a basculé dans la politisation, dans la tribalisation ou bien dans d'autres revers. Oui, Vincent Poyedé. Oui, on ne saurait parler de ce problème sans évoquer l'utilisation des réseaux sociaux. Exact. Vraiment, c'est l'occasion ici d'attirer l'attention de tout le monde sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ils sont dangereux. Vraiment, on pourrait dire, si c'était la boisson, à consommer avec modération. Donc ça, il faut une utilisation responsable des réseaux sociaux. Et peut-être même que l'État devrait se saisir de ce genre de situation pour essayer de faire une espèce de régie de contrôle, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est vrai que les gens risqueront crier à la violation de leur liberté individuelle, mais quand on voit des cas de ce genre, il y a de quoi quand même interpeller notre responsabilité commune sur ce qui est de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Voilà, on va terminer avec les vaccins anti-Covid. 215 sur 215 personnels, 19 seulement ont reçu. Je suppose que c'est seulement la première dose, je suppose. Comment comprendre ça alors qu'on nous a dit que le personnel de santé était parmi les cibles prioritaires? Bon, écoutez, on constate... Si le personnel même traîne le pied, qu'en sera-t-il des autres? Je constate avec vous qu'il y a un engouement timide des agents de santé à se faire vacciner. Je crois que le ministre de la Santé publique est descendu dans les formations hospitalières pour inciter les gens à se vacciner. Ce qu'il faut dire de manière simple, c'est qu'il semble effectivement qu'il y ait des résistances et même des oppositions aux vaccins parce que certains considèrent que ces vaccins ont été découverts très vite, alors qu'il y a d'autres pathologies qui existent depuis des décennies et pour lesquelles on n'a pas trouvé de vaccin. Donc, il y a des résistances qui s'expliquent de différentes façons. Je ne veux pas revenir dessus, mais ce qu'il faut simplement expliquer aux Camerounais, c'est que vous mettez un terme à une pandémie de deux façons. Soit parce que vous avez atteint l'immunité naturelle qui se situe entre 55 et 70% de la population selon certains experts, soit parce que vous avez vacciné suffisamment de personnes pour que le virus ne puisse plus circuler. Dans la situation dans laquelle nous sommes, on note qu'il y a une faible circulation de la maladie dans le corps social. Donc, si on veut atteindre l'immunité, si on veut protéger la population camerounaise contre cette maladie, il n'y a que le vaccin et je pense que c'est l'option qui a été choisie par le gouvernement. N'oublions pas que dans quelques mois, nous allons recevoir des visiteurs qui vont venir de 23 pays africains. Donc, vous avez un risque important. Il est nécessaire que la population camerounaise soit suffisamment vaccinée avant donc, janvier 2020. Voilà. Moi, j'invite les uns et les autres à se faire vacciner parce que les vaccins sont disponibles. Ok. Mathieu Fabien Kenyé. Serge-Alain, je crois qu'il y a ça, parce que lorsqu'on a créé ce vaccin-là, moi je voulais dire, je réitère que je préfère mourir de vaccin que de la Covid-19, sincèrement. Oui. Si je ne me suis pas encore vacciné, je l'assume, c'est parce que je n'en ai pas encore eu l'occasion. Mais nous ne devons pas mépriser quand même la peur. La peur véhiculée dans la population parce que, voyez-vous, autant l'OMS et nos autorités demandent qu'on se vaccine et font des communiqués, des reportages et tout, il y a des thèses complotistes extrêmement importantes. N'est-ce pas, qui disent que ces vaccins sont faits peut-être pour tuer, diminuer la population mondiale et tout. Et naturellement, face à la peur, face à la mort, les gens préfèrent, face à la mort par vaccin, certains préfèrent plutôt fuir le vaccin. Mais en ce qui me concerne, dès que l'occasion va se présenter,
je vais me vacciner. Je n'ai pas de problème à ce sujet. C'est Djemé-Bikoy, c'est très faible quand même, hein? 19, même pas 50 personnes vaccinées sur 215. C'est très faible. C'est très faible. Est-ce que la descente du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, pourra amener ces personnels-là à regarder le vaccin autrement? Il y a une dimension mentale dont il faut tenir compte dans ce processus d'implémentation ou bien d'acceptation du vaccin. Vous savez, on a eu l'occasion de discuter de cette question depuis la décision des pouvoirs publics d'implémenter ce processus-là, à savoir que lorsque vous jetez un regard sur les mentalités individuelles et collectives, vous constaterez qu'il n'y a pas ce mouvement de masse qui vise davantage à accepter d'être vacciné. Parce que dès le départ, et M. Fabien qui le relevait tantôt, on a eu également l'occasion de constater les thèses complotistes contre le vaccin. Lorsqu'il n'y a pas un processus éducatif en amont, qui puisse permettre aux uns aux autres de pouvoir comprendre le bien fondé des vaccins en aval, il y aura des réticences, il y aura des facteurs qui vont entraîner justement le retard dans la situation de ce vaccin. Moi, je pense que le problème de fond a été posé sur le plan communicationnel. Parce que je me souviens de l'émission que nous avons faite à Yaoundé une fois où l'on avait vu l'ensemble des membres du gouvernement recevoir le vaccin. Bon, est-ce que ça suffisait pour faire comprendre à la population le bien fondé des vaccins? Moi, je pense qu'il y avait encore à refaire. Parce que lorsque vous travaillez sur ce domaine-là, il faut tenir compte de la dimension communicationnelle. Communication avec les populations, communication avec les leaders, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses qui puissent faire comprendre à la population. Mais lorsqu'il y a une fracture entre les membres du gouvernement et les populations, forcément, le message communicationnel ne pourra pas passer. Donc il y a cela. Donc on n'a pas mis en jeu aujourd'hui l'ensemble des experts en sciences sociales, l'ensemble des théoriciens et des praticiens qui travaillent avec des populations de manière que l'on puisse davantage constater que ce problème peut être résolu. Mais lorsque vous faites une affaire des politiques, ça crée la fracture. À partir du moment où les populations ont par exemple une considération négative sur les politiques, forcément le message ne pourra pas passer. Or, s'il y a cette interactivité entre les experts en sciences sociales, les psychologues, les sociologues, les philosophes, les anthropologues qui travaillent sur le terrain avec la base référentielle des populations locales, il y a cette confiance-là qui peut jaillir. C'est pour cela qu'on a toujours demandé que l'affaire du Covid-19 ne soit pas seulement l'affaire des politiques, mais il faut au contraire l'affaire des scientifiques qui sont sur le terrain de façon permanente. Mais à partir du moment où il y a cette fracture-là, il y a ce problème. Et vous voyez bien que même dans le personnel de santé, il y a ces réticences, il y a ces discussions de part et d'autre. Moi, j'ai fait des émissions à Yaoundé où des médecins même n'étaient pas prêts à accepter le vaccin. Vous voyez, si dans le corps médical, il y a déjà ces susceptibilités, ces suspicions, ça montre véritablement que il y a un guise sous roche. Vincent Boyede, pour vous, on a vu les membres du gouvernement se faire vacciner, mais jusque-là, la pilule n'est pas sûre pas. Oui, en fait, ils sont pris dans leur propre piège. En réalité, ils n'ont pas pu rendre le vaccin obligatoire. Et du moment où le vaccin n'est pas obligatoire, il est tout à fait normal que les gens utilisent leur liberté de se faire vacciner ou pas. Mais la réalité est que si l'on avait attendu le vaccin, ou alors si on avait attendu les solutions qui venaient de l'extérieur pour se faire soigner, il y aurait eu hécatombe dans ce pays. Les Camerounais ont, de manière locale et endogène, pu trouver des solutions pour faire face à cette pandémie. Et on a fait exprès de ne pas capitaliser parce que justement la question a été politisée. Et le débat est resté ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le Cameroun a des solutions internes, propres, pour faire face à cette pandémie? Nous disons oui, et on les a vus. Nous avons vu des potions qui cherchaient preneurs. Et je vais vous dire, ces derniers temps, j'ai été avec 2-3 personnes qui ont eu cette maladie, qui sont allées chercher la potion, et une semaine après, les personnes étaient debout. Donc,
sur le plan local, les Camerounais savent qu'il y a des solutions internes. Maintenant, cette opération de séduction qui certainement est faite parce qu'il y a d'autres enjeux financiers surtout, qui justifient qu'on nous impose des vaccins. Voilà, les Camerounais ont donc choisi à leur façon de réagir. Il y a des ministres qui se sont fait vacciner. Il y a même des députés qui se sont fait vacciner pour encourager les gens à aller se vacciner. Moi, je ne ferai pas ce discours-là ici pour dire aux gens d'aller se faire vacciner. Je dis tout simplement que nous avons le choix de se faire vacciner ou de ne pas le faire. Et dans le cas d'espèce, vous voyez très bien que même le corps médical a fait le choix de ne pas se faire vacciner. Et ce n'est pas nous, les simples personnes, qui iront nous faire vacciner. Voilà. Merci le conseiller municipal Vincent de Poliédé. Merci à vous, maître. Merci, Serge. Voilà, merci Serge Aimé Bikoy. Je vous en prie. Bon retour dans la capitale. Merci bien. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ok, voilà. Merci, Dr Ifoué, d'être venu. C'est le RDPC qui vous dit merci pour l'invitation. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinoxoir. Rendez-vous très bientôt. Bonsoir. Imboman dispensaire. Yaoundé.